Bonjour à tous, vous me posez souvent des questions sur le syndrome métabolique qu'on appelle aussi le syndrome X. À quoi correspond ce syndrome? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Comment le dépister? Etc. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir d'inviter le docteur Gilbert Boujaoudé à nous rejoindre Merci. dans cette vidéo. Bonjour Gilbert et Bonjour merci Marie-Laure. infiniment pour ta Merci à toi présence. pour l'invitation. Alors pour commencer, ce que j'aimerais, c'est que, tu te présentes. On a déjà réalisé une vidéo Ouais. ensemble, mais peut-être que vous n'avez pas vu, donc je te laisse te présenter. Alors, je suis Gilbert Boujaoudé, je suis médecin et je suis aussi le médecin qui fait les vidéos sur la chaîne Charles.co, qui est une chaîne YouTube où on fait des sujets sur tout type de problèmes de santé. Et Charles.co, c'est aussi une clinique digitale où on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Il y a des consultations pour la médecine sexuelle, pour les troubles du sommeil, la chute de cheveux, et aussi des consultations pour l'obésité avec des médecins spécialisés dans le domaine nutritionnel. Donc, chaîne YouTube pour l'information et une clinique digitale pour les personnes qui ont besoin d'aide. Allez voir la chaîne Charles.co, je suis sûre que vous allez adorer toutes les vidéos de Gilbert. Merci. Alors, le fameux syndrome métabolique, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la définition, pour savoir est-ce qu'on a un syndrome métabolique ou pas. Tout à l'heure, tu as dit syndrome métabolique, qu'on appelle aussi... Syndrome X. Et tu as oublié un troisième nom. Ah, On l'appelle aussi syndrome de la bedaine. D'accord. Eh ben, comme ça, c'est un peu plus explicite. Voilà, j'aime bien l'appeler syndrome de la bedaine. Bon, c'est pas très médical, mais au moins on sait de quoi on parle. En fait, on définit le syndrome métabolique de la façon suivante. Il faut avoir un tour de taille augmenté. C'est quoi un tour de taille augmenté? Dans le passé, on acceptait que chez les hommes, ça soit jusqu'à 100 cm de tour de taille. Maintenant, on a baissé parce qu'on a constaté qu'il faut être encore plus prudent. Donc, pour un homme, c'est 94 cm ou plus. Et pour une femme, 80 cm ou plus. Attention, ça ne s'applique pas aux personnes asiatiques. Chez les personnes asiatiques, la morphologie est différente et donc c'est en dessous. Donc il faut avoir un tour de taille augmenté et en plus, au moins 2 perturbations métaboliques, par exemple, avoir les triglycérides élevés ou avoir un taux de sucre qui est légèrement élevé, même si ce n'est pas un diabète, ce qu'on appelle parfois prédiabète ou résistance à l'insuline. Avoir une tension artérielle qui commence à monter un peu. Une conséquence du poids dans le ventre sur le sommeil, par exemple, on se met à ronfler plus qu'avant et on a ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil qui apparaît. Donc le syndrome métabolique, c'est augmentation de la tour de taille avec des petites conséquences biologiques, triglycérides, cholestérol, sucre, hypertension artérielle. Ok, donc si je suis une femme et que j'ai un tour de taille de 90 cm avec un taux de triglycérides qui est un petit peu au-delà de la norme et par exemple je peux une avoir tension qui est limite, une tension un peu exemple, limite, on peut dire que on est dans j'ai le syndrome métabolique. Si on a le tour de taille augmenté, mais qu'on n'a aucune anomalie à la prise de sang, tension, sommeil, etc., il n'y a pas de syndrome métabolique, mais on sait que si le tour de taille reste augmenté, le syndrome métabolique risque d'apparaître dans les années qui suivent. Donc les personnes qui ont une augmentation de tour de taille, par exemple, qui ont pris du ventre, pour résumer, parfois ils sont rassurés parce que le médecin fait des analyses et leur dit « bon, il n'y a pas d'anomalie », ils se disent « bon, ça va en fait ». Et c'est l'erreur à commettre parce que c'est le moment de perdre en tour de taille, parce que ça veut dire qu'en perdant au niveau du ventre, on n'aura même pas de problème de santé plus tard. Ok. Alors, une question qui me vient, c'est est-ce que ce syndrome métabolique, il est ce qu'on appelle héréditaire? Est-ce qu'il y a un terrain génétique? Oui, il y a un terrain héréditaire et génétique. Je fais la petite différence entre les deux. Le côté, on va dire, héréditaire ou transmis par les parents, c'est quoi? C'est la façon de manger. On sait que ce qu'on a mangé quand on est enfant, on a tendance un peu à... Les habitudes familiales. La quantité de beurre qu'on met dans la nourriture, quelle huile on utilise dans la nourriture, est-ce qu'on est plutôt dans la famille à manger des salades ou plutôt des plats gras ou des plats sucrés, etc. Donc on sait qu'il y a ce côté-là. Mais on sait aussi qu'il y a un petit côté génétique, on le voit dans l'obésité aussi et dans les problèmes de surpoids. Il y a des gènes qu'on transmet et qui peuvent favoriser la prise de poids. C'est ce qui explique par exemple que deux personnes qui mangent la même chose, qui ont le même type d'activité physique, il y a une des deux personnes qui va prendre du poids au niveau du ventre et pas l'autre. Ce qui est injuste, parce que la personne dit « ben oui, mais je fais la même chose ». C'est typiquement les personnes qui me disent en consultation, par exemple, ils disent « ben oui, ma sœur ou ma copine, ma collègue de travail, elle tartine du Nutella sur du pain, elle mange, elle ne prend pas de poids au niveau du ventre ».
Moi, je regarde le pot, je prends 2 kilos. C'est comme pour le diabète. Le diabète, il y a des personnes qui mangent très sainement, enfin assez sainement, et qui vont développer quand même un diabète. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui mangent très mal et qui ne vont jamais développer de diabète. Et en médecine, c'est injuste. C'est injuste, mais il faut savoir que c'est génétique. Et on ne peut pas, de nos jours, on ne peut pas deviner. C'est la même chose, par exemple, pour le tabac. Il y a des personnes qui fument, qui n'auront pas de cancer, et d'autres qui fument, qui auront un cancer. Des personnes qui fument, qui vont avoir un infarctus, d'autres qui ne vont pas avoir d'infarctus. Sauf que de nos jours, on est incapable de dire, est-ce que toi, Marie-Laure, tu es prédisposée à devenir obèse? Est-ce que tu as ce gène? Est-ce que moi, Gilbert, je suis prédisposé ou pas? Donc, comment on ne sait pas le dire? En fait, dans le doute, il vaut mieux prévenir ça. Alors, si j'ai quand même mes parents qui ont un surpoids au niveau abdominal, c'est-à-dire qu'ils ont un tour de taille un peu trop élevé, est-ce que dans ce cas-là, je dois particulièrement surveiller mon tour de taille? Et d'ailleurs, c'est la bonne nouvelle, c'est que la partie génétique est une partie du problème. Mais il y a tout le reste. Par exemple, je peux très bien avoir le gène de quelqu'un qui est prédisposé à avoir une obésité, par exemple, ou à avoir du diabète. Mais si je suis conscient de ça et que je n'attends pas d'être dans le problème pour réagir, déjà je me dis, comme je suis à risque, je vais faire attention, mais en fait je peux avoir le gène, mais ce gène-là ne va pas s'exprimer. Et tu veux une autre bonne nouvelle? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui, je connais. L'épigénétique, c'est que si moi j'ai fait des efforts, imaginons que mon père était obèse. Moi, j'ai fait ou prenait facilement du ventre, sans parler d'obésité, avait un syndrome métabolique. Moi, je me suis dit, OK, je vais faire attention, j'ai peut-être le gène. Je vais faire du sport, je vais manger équilibré, etc. Je vais faire attention, je vais bien dormir, parce qu'on sait que le sommeil joue un rôle sur ça. Et je vais faire de sorte que toute ma vie, je vais faire de sorte que ce gène ne se déclenche pas. Ben, en fait, ça peut même favoriser le fait que je ne le transmette pas. Donc on arrête la transmission de ce fameux gène. Parce qu'il ne s'est pas exprimé. Et donc on peut avoir le gène, mais ça reste un gène dormant en quelque sorte. Donc le fait d'avoir le côté génétique, oui, ça rend les choses plus difficiles, ça rend les choses plus importantes, les efforts plus importants, mais ce n'est pas une fatalité. Comme j'ai le gène, bah, c'est tout, je vais devenir dans cet état de surpoids. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué pourquoi on considère qu'il ne faut pas avoir le syndrome métabolique. On n'a pas encore évoqué ce problème. Oui, parce que je me rends compte que quand on parle syndrome métabolique ou on dit syndrome de la bedaine, beaucoup de personnes pensent qu'on parle juste de l'esthétique, du fait de prendre du ventre. En fait, il faut savoir que l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle graisse viscérale parce qu'elle se met entre les viscères. Cette graisse-là n'est pas juste une graisse morte qui est présente, c'est un organe vivant et c'est très, 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 très délétère. Par exemple, c'est une graisse qui va détruire une bonne partie de nos hormones. Les hommes qui me suivent sur Charles.co savent que je radote en disant la graisse abdominale transforme la testostérone en oestrogène. C'est pour ça que, par exemple, les hommes qui ont beaucoup de ventre pendant des années, en général, ils commencent à avoir un peu de sein qui pousse, ils perdent un peu de leur masse musculaire et ils sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé hormonale. Mais aussi la graisse au niveau abdominal, malheureusement, elle augmente fortement le risque de maladies cardiaques, AVC, infarctus du myocarde, hypertension artérielle. Ce n'est pas un organe mort, c'est un organe vivant en fait qui malheureusement perturbe et bien sûr ça augmente le risque de diabète. Oui, donc c'est un vrai risque pour la santé. Oui. C'est un vrai risque pour la santé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est limite, je sais que ça va paraître un peu choquant, les personnes qui ont un syndrome métabolique qu'on détecte, je leur dis vous avez de la chance. Pourquoi? Parce qu'on l'a détecté à un moment où c'est réversible. Alors que si on détecte le syndrome métabolique, le jour où on fait un AVC, on l'a fait l'AVC. Oui, au jour où on a fait un infarctus, on l'a fait. Voilà. Sur la santé. Mais le fait de se dire, mais en fait, j'ai un indicateur, j'ai pris au niveau du ventre. Tu connais mon expression. Si la ceinture est trop serrée, c'est pas la ceinture qu'il faut changer. Je suis d'accord. Alors, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a un terrain génétique, mais il y a aussi les facteurs environnementaux qui peuvent être prépondérants. On peut vraiment contrôler l'évolution et même la transmission, donc grâce à l'épigénétique. Donc, ne pas transmettre ce fameux gène à nos descendants, ce qui est vraiment... C'est pas une génétique directe, figée, comme dans certaines maladies, malheureusement, où on sait que si le parent a la maladie, l'enfant l'aura. Là, c'est pondéré par les facteurs environnementaux. Par exemple, on sait que le fait de manger des aliments trop industriels peut favoriser l'expression du gène de l'obésité parce que ça enlève les mécanismes qui empêchent la perte de poids. Donc, on peut agir même si on a le gène de l'obésité. D'accord. Alors, j'avais une question, mais je pense que tu as
un petit peu répondu déjà. Je voulais te demander comment on détecte ce fameux syndrome métabolique. Tu nous as dit que la première chose, Déjà le c'est tour le de tour de taille. taille. Donc Voilà. ça, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, On ou est-ce peut qu'il tous vaut mieux le mesurer. faire chez Bon. son médecin? On peut le faire soi-même. La difficulté soi-même, et même moi, hein, quand j'essaye de mesurer, c'est que c'est pas toujours évident de savoir, parce qu'en fait, il faut qu'on regarde. Oui. Or, il faut qu'on soit ni en train de rentrer le ventre, ni en train d'inspirer complètement. Donc, on fait 2-3 respirations et on s'arrête et on mesure. Le tout, c'est... À quel niveau? Alors, beaucoup de personnes prennent le nombril comme repère. Faut pas, parce qu'en fonction du poids, il va bouger. Voilà, il va descendre, augmenter. Voilà. Il faut prendre des repères qui ne bougent pas. Qu'est-ce qui ne bouge pas dans le corps humain? C'est les os. Donc, on prend quoi comme repère? Les os, le haut de l'os iliaque, en fait, les os du haut de la hanche. Et on sait qu'à ce niveau-là, quand on va mesurer, on sait qu'on sera toujours au même niveau. D'accord. Comme les os ne bougent pas, on sait qu'on sera là. Vous pouvez prendre d'autres repères si vous êtes plus à l'aise. Il y a des personnes qui disent « je vais prendre la moitié de la distance entre la dernière côte, os, et le haut de l'os iliaque, donc entre la hanche et les côtes, et au milieu, je vais mesurer. » C'est une technique aussi. D'accord. Le tout, c'est de mesurer toujours au même endroit pour avoir une mesure fiable et de s'assurer qu'on n'est pas en inspiration profonde ni en expiration profonde. D'accord. Donc, Alors, le tour de taille, c'est le premier élément et c'est très facile à faire. C'est la base. Donc, on connaît les facteurs de ce syndrome, on connaît les risques, on sait comment détecter. La première chose, c'est vraiment le tour de taille à mesurer. Maintenant, quand on a ce syndrome-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a ce syndrome, si le médecin a détecté une hypertension, un diabète, une hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, s'il a détecté des anomalies qui vont avec le syndrome métabolique, il va très probablement proposer un traitement, ne serait-ce que le temps d'agir sur le syndrome métabolique. D'ailleurs, c'est une information que je vous donne. Si par exemple votre médecin vous dit vous avez un syndrome métabolique et une hypertension, beaucoup de personnes disent ok, c'est bon, j'ai compris, je vais agir, et on va en parler, je vais perdre du poids au niveau du ventre, donc je ne prends aucun médicament. Dans certains cas, il vaut mieux prendre le médicament, le temps d'agir, pour éviter que cette hypertension devienne plus grave, qu'elle déclenche un AVC, pour éviter que le prédiabète dans lequel on était se transforme en diabète dans les mois qui viennent. Donc, on peut poser la question au médecin, est-ce que dans mon cas, il vaut mieux que je prenne les médicaments, que je fasse le travail à faire pour perdre du ventre, et ensuite j'arrête les médicaments, ou est-ce que je peux juste faire le travail, les efforts, et pas besoin de médicaments, et le médecin vous dira dans votre cas ce qui est. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, pas de mystère, il faut perdre du ventre. Et au niveau du ventre, par rapport à d'autres zones du corps, c'est pas les muscles qui prennent de la place. Oui, alors justement, les abdos, on a beau les développer. Quand on veut perdre cette graisse viscérale, parce que c'est vraiment le problème, c'est la graisse viscérale. Qui est entre les viscères. C'est pas la graisse que peuvent stocker certaines femmes dans le bas du corps. Ça, c'est vraiment plus un problème esthétique. Exact. Par exemple, beaucoup de femmes disent avec la ménopause, j'ai accumulé un peu de graisse ici, j'ai accumulé des graisses au niveau des bras. Cette graisse-là, esthétiquement, c'est gênant. Sur le plan médical, elle ne pose pas de problème. C'est vraiment la graisse viscérale au niveau du ventre. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer cette graisse? La première chose à faire, c'est de se dire, c'est de la graisse. Comment on fait pour éliminer de la graisse du corps? Cette graisse-là, il faut qu'elle se transforme en autre chose. Tu as remarqué que je n'ai pas dit brûler la graisse. C'est un terme, moi j'ai du mal à l'utiliser, les brûle-graisses, les trucs comme ça. Pour moi, ça n'existe pas, brûler la graisse. Elle ne se brûle pas, elle se transforme. Elle se transforme en corps cétonique, c'est-à-dire quand notre corps a utilisé tout le sucre qu'on lui a apporté, qu'il a besoin encore de sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans les graisses. Une autre façon de l'éliminer, c'est d'éviter les pics de sucre dans le corps. Donc régime alimentaire IGBA. basé sur IGBA. Pourquoi éviter le pic de sucre? Pic de sucre égale pic d'insuline. Je pense que les personnes qui te suivent doivent connaître ça par cœur. Alors, si vous ne connaissez pas encore de quoi Gilbert parle, eh bien, regardez vraiment la playlist consacrée donc, dans cette chaîne sur l'IGBA et l'addiction au sucre. Vous allez tout comprendre. Voilà. Donc, si on ne mange pas IGBA, même si on réduit les calories, parce que réduire les calories pour perdre du ventre ne suffit pas. C'est vraiment en jouant sur les taux de sucre, les glycémies. Si on a une glycémie qui monte d'un coup, on a de l'insuline qui va réagir pour faire baisser. Or, l'insuline fait accumuler de la graisse dans notre corps. C'est pour ça que beaucoup de personnes diabétiques disent « depuis qu'on m'a mis sous insuline, j'ai grossi ». C'est un des effets de l'insuline. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'insuline
est aussi associée à une autre hormone, l'hormone de croissance. Bref, ce n'est pas une hormone comme ça à part. Donc, même si on réduit nos calories, mais qu'on mange avec des pics de sucre dans le sang, ben on ne va jamais perdre le poids qu'on a, la graisse au niveau du ventre. Oui, c'est souvent ce que j'explique. Hein, et c'est une des erreurs la plus commune. Il y a des personnes qui me disent « mais je mange beaucoup moins qu'avant ». Très bien, comment tu as mangé? J'ai mangé le midi équilibré. Le soir, j'ai juste mangé une tartine de pain avec de la confiture et j'ai rien mangé d'autre. Bah, tu aurais mieux fait de manger une choucroute. Pour résumer. Voilà, parce que ce taux de sucre qui est fait, même si la quantité de calories était différente qu'un cassoulet ou ce qu'on veut, mais malheureusement, ça a provoqué un pic de sucre, donc pic d'insuline, donc accumulation de graisse dans le corps. Trop de sécrétion d'insuline, hein, ça facilite le stockage des graisses, donc forcément ça empêche le déstockage des graisses. Et pour les personnes qui disent « oh, moi j'ai envie de varier », si on veut perdre la graisse au niveau du ventre, vous pouvez le midi manger des repas équilibrés comme vous avez envie et appliquer au moins les principes IGBA le soir, au repas du soir. Pourquoi? Parce que le repas du soir, en général, on n'a pas trop d'activité physique derrière. Donc c'est là où on a besoin de quelque chose qui ne fait pas monter le taux de glycémie dans le sang, puisqu'on n'aura pas une activité physique énorme dans les heures qui suivent dans la soirée. Oui, effectivement, ce qui va réguler le pic de sucre dans le sang, c'est bien sûr le repas en lui-même, mais aussi l'activité physique, c'est-à-dire que le midi, si on a un pic de glycémie qui est un petit peu plus élevé, et qu'on a une activité physique derrière, on va réguler cette glycémie, donc ça se régule correctement dans l'après-midi. C'est vrai que le soir, on n'a pas d'activité physique après le dîner, donc forcément, il faut quand même veiller à nos apports en glucides. Et pour les coquins qui nous regardent, il y a ceux qui disent « ouais, mais si on fait l'amour, c'est une activité physique ». J'en parle sur ma chaîne, oui, c'est une activité physique, mais on ne brûle pas 500 calories non plus, il ne faut pas se leurrer. Dernière astuce, intéressante. Donc, le repas du soir est très important quand on veut perdre du ventre. Une astuce qui marche très bien aussi pour perdre de la graisse, en particulier au niveau du ventre, elle est très utilisée, très connue par les sportifs et les sportives qui ont pris un peu de poids, qui reprennent les compétitions et que leur entraîneur leur dit oh, « c'est quoi ça, tu as pris quelques kilos, il faut que tu perdes du poids ». C'est le fait de faire du sport doux, cardio, à jeun. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont peur de faire du sport à jeun en disant « mais je vais faire une hypo ». Sachez qu'on fait une hypo quand on fait une activité sportive à jeun et qu'on tape comme des malades, c'est-à-dire on fait de la performance, quoi, du sport, on va faire de la muscu, on va faire tout un match de foot, de volley, de ce qu'on veut. Là, oui, on va faire une hypo. Par contre, si on fait une activité physique douce, continue, de la marche, du vélo tranquille le matin, à jeun, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, lui, il a le temps, il va dire « tiens, il me manque du sucre ». Dans le sang, parce que je suis à jeun et je fais un effort. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller transformer la graisse en corps cétonique pour remplacer le sucre. Mais comme je fais l'effort de façon douce, continue, je ne vais pas avoir de creux, c'est-à-dire le corps a le temps de réagir et d'aller transformer cette graisse. Alors que si je fais un sport violent, le corps il va me dire « mais j'ai besoin de sucre là, maintenant, tout de suite ». Je n'ai pas le temps d'aller transformer ma graisse en corps cétonique et c'est là où on peut faire l'hypo. Et quand on dit sport à jeun, ça peut être le matin, faire une marche d'une demi-heure, comme ça fait depuis la veille le soir qu'on n'a pas mangé. Ça peut être en fin de journée, alors qu'on n'a pas mangé depuis 4, 5, 6 heures. Par contre, pas commettre l'erreur de rater le repas d'après. Sport à jeun et le repas d'après IGBA, je peux vous garantir, et je mets ma réputation en jeu. Vous faites sport en étant à jeun, c'est-à-dire ne pas avoir mangé depuis plus de 6 heures. Sport doux, continue, de la marche. Le repas d'après, vous faites un repas IGBA et vous allez perdre du poids au niveau du ventre parce que le corps aura transformer de la graisse en corps cétonique et vous ne lui donnez pas de quoi faire restocker de la graisse. Donc, on est sûr que là, on va taper dans la graisse. Eh bien, astuce à tester. Je vous invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces astuces. Et si vous avez expérimenté, dites-nous ce que ça a donné sur vous. Eh bien, merci beaucoup Gilbert. Merci Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, si on a un syndrome métabolique, il ne faut pas considérer que ça y est, tout est foutu. Le syndrome métabolique, il faut le voir non pas comme une maladie pour moi, mais comme un signal d'alerte en disant « ah, il se passe quelque chose, c'est le moment d'agir ». Donc n'attendez pas d'avoir les complications pour agir. Plus on agit tôt, plus on le règle tôt. Et on peut agir dessus même si ça fait des années, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Mais moi, j'ai toujours été avec du poids au niveau du ventre. Toute ma famille est comme ça, donc ça ne sert à rien. En fait, si, on peut agir dessus, même si ça fait 20 ans que c'est là.
Et d'ailleurs, on a fait une vidéo, Marie-Laure, qui est sur ta chaîne, je pense, Oui. où on parle de cette phase de plateau, c'est-à-dire on fait des efforts pour perdre du poids, mais on n'y arrive pas. Oui, c'est quand on a fait la vidéo donc sur pourquoi est-ce que les régimes échouent à long terme, Voilà. on a parlé de ce fameux plateau. Donc ne pas se décourager, et vous Exactement. pouvez voir cette Exactement. vidéo dessus. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, que ce soit les vidéos qu'on a faites ensemble, qui sont sur la chaîne charles.co ou la vidéo sur ta chaîne. Moi, en tant que médecin, je considère que le régime IGBA comme non pas un régime alimentaire, mais comme quelque chose de basique qui est le plus proche, voilà, très proche de ce que la nature propose au corps humain et ce que le corps humain peut accepter, supporter comme alimentation. D'accord. Alors c'est vrai que c'est comme un signal d'alerte, tu l'as dit, je dirais c'est presque une chance au final, parce qu'il vaut mieux découvrir ce syndrome métabolique, donc au stade de syndrome métabolique, plutôt que trouver un problème comme un AVC ou un problème cardiaque, etc. Où là vraiment, c'est vraiment ultra problématique si on ne l'a pas traité avant. Je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais ça va éviter la récidive de l'infarctus ou l'AVC, mais il y a déjà des dégâts. Et d'ailleurs, sur le syndrome métabolique, il faut savoir que c'est réversible, c'est-à-dire c'est une des rares maladies où vous avez la main dessus. Vous pouvez la diagnostiquer tout seul, mesure de tour de taille. 2, c'est une maladie que vous pouvez faire disparaître en perdant du poids au niveau du ventre. Donc c'est une maladie pour une fois où c'est plus vous qui avez la main que le médecin. Donc en modifiant ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie avec une activité physique régulière, on l'a compris, on peut faire changer les choses. Donc peut-être que la première chose à faire, c'est de mesurer votre tour de taille. Donc prenez un mètre ruban de couturière tout simplement. Il ne faut pas prendre les mètres de travaux parce que ça rajoute, parce que, comme c'est métallique, ça rajoute 1 ou 2 centimètres sur la route, quoi. Non, voilà. Un ruban de couturière, c'est très bien. Vous prenez votre tour de taille et puis effectivement, si c'est excédentaire, peut-être que là, ce sera l'occasion d'aller faire un tour chez votre médecin pour vous faire prendre la tension et puis demander un petit bilan sanguin pour vérifier où est-ce que vous en êtes, et prenez-vous en main tout simplement pour éviter d'avoir d'autres problèmes. Merci beaucoup Gilbert. Merci à toi Marie-Laure. Merci pour toutes tes précisions. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner à la chaîne de Gilbert, donc charles.co, d'aller faire un tour pour visionner ces vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et des conseils nutrition, minceur et mieux-être.